suivez La Voix des Grands Lacs. Et ce soir, nous avons comme invité M. Patrick Mbeko. Patrick Mbeko est géopolitologue, il est écrivain et il travaille beaucoup sur la région des Grands Lacs. Bonsoir Patrick Mbeko. Bonjour Jean-Marie. Eh bien, comme je l'ai dit, vous êtes l'invité du jour et nous allons justement parler de notre région commune. Aujourd'hui, nous nous poserons une question simple. Après la visite du président Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC au Burundi, 2 jours et demi, sinon 3 jours au Burundi, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur la paix et sur les relations entre les deux pays d'abord et sur l'ensemble de la région des Grands Lacs de manière générale? Mais il faut dire que cette rencontre s'inscrivait dans, dans un cadre très précis qui est lié à la stabilité régionale. Comme on le sait, la région des Grands Lacs, en dépit des accords de toutes sortes qu'il y a eu sur la question de la paix, connaît quand même des moments d'instabilité qui n'en finissent plus. Et donc, Tshisekedi a rencontré le président Ndayishimiye du Burundi pour trouver une solution à cette question. Bien entendu, d'autres questions ont été abordées, notamment sur le plan économique, sur le plan de coopération, sur la coopération économique entre les deux pays. Mais la discussion de fond vraiment s'articule autour de la stabilité. Et donc, on s'est dit au regard de tout ceci que la paix va peut-être revenir. Mais reste à voir comment les choses vont s'articuler sur le terrain parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas la première fois qu'on discute de la paix et de la stabilité régionale dans la région des Grands Lacs africains. Vous avez pleinement raison. Effectivement, la RDC et le Burundi, c'est des pays plus que voisins parce qu'ils sont vraiment ils sont reliés par un long lac, le lac Tanganyika, dont on ne parle pas souvent. On parle souvent du lac Kivu, mais le Tanganyika, c'est un des plus grands lacs d'Afrique. 600 mètres de long entre la Rusizi et finalement la Zambie, pour finir. Eh bien, c'est un long lac, ce n'est pas un fleuve, très riche en poissons et aussi sur le plan stratégique qui représente énormément d'enjeux entre les deux pays, d'abord le Congo et le Burundi, mais aussi avec la Tanzanie, plus au sud. C'est un lac donc qui peut servir, qui sert déjà de relais entre les deux pays en termes de coopération diverses. On parle maintenant en plus de l'utilisation du lac, on parle aussi de construire un chemin de fer qui viendrait de Tanzanie, traversant le Burundi pour finir sa route en RDC, et de beaucoup d'autres projets économiques. Mais en réalité, comme vous l'avez si bien dit, si les deux chefs d'État ont passé 3 heures ensemble, en aparté, en tête-à-tête, ce n'est pas pour parler du chemin de fer. Ils avaient des équipes techniques, ils avaient des ministres spécialisés. J'imagine que les deux ont d'abord parlé de la paix et de la sécurité dans la région. Alors, quelles sont précisément les raisons qui font que les deux chefs d'État soient amenés à parler essentiellement de la paix? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'il y a des problèmes qui menacent la paix dans cette région? Oui, il y a l'instabilité régionale qui n'a jamais pris fin. Je dois rappeler qu'il y a eu des tentatives de discussion en groupe, et là je parle de tous les pays de la région, la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Il y a des tentatives de discussion en 2019 qui ont échoué. Il y en a eu en 2020 aussi qui ont échoué. Et finalement, Félix Tshisekedi a dû s'entretenir avec ses homologues de la région, chacun dans son coin, en aparté. En tout cas, c'était tout un chacun. Il s'est entretenu individuellement avec tout un chacun. Donc, cela montre qu'il y a des problèmes de fond qui ne sont pas résolus, puisque il faut comprendre qu'à l'est de la RDC, on retrouve des groupes armés qui font la guerre à leur pays d'origine et qui entretiennent l'instabilité à l'est de la RDC parce qu'ils se font la guerre, étant instrumentalisés par leur pays d'origine. Parce qu'il y a des dizaines de groupes armés
à l'est du Congo. Et donc, il y a aussi les Red Tabara, les rebelles burundais qui sont là, qui entretiennent l'instabilité aussi. Et donc, on veut trouver une solution à toutes ces questions. Mais il faut avoir un regard global pour comprendre cette discussion parce que vous l'aurez remarqué peut-être que depuis un moment, les relations entre la RDC et le Rwanda ne sont plus au beau fixe. Pendant ce temps, on sait que le Rwanda a des problèmes avec le Burundi. Donc, entre les deux pays, les relations ne sont pas un fleuve tranquille. Entre le Rwanda et l'Ouganda, bien que le fils du président Museveni essaie de reconnecter les deux pays comme cela était comme auparavant, donc avant la confrontation qui a commencé en RDC en 99 à Kisangani pour le contrôle du diamant. Donc le fils de Museveni essaie de réconcilier leurs deux pays, mais entre le père, donc Yoweri Museveni lui-même et Paul Kagame, il y a encore une méfiance qui est réciproque. Il y a une méfiance réciproque qu'on ne saurait sous-estimer. Et donc, la discussion entre le président Ndayishimiye, Evariste Ndayishimiye du Burundi et Félix Tshisekedi, vous voyez, intervient dans une dynamique où sur le plan régional, il y a beaucoup de tensions de part et d'autre. Et donc, en renforçant ses relations avec le Burundi, Tshisekedi essaie aussi de se trouver un allié dans une région où il avait comme allié d'abord le Rwanda, il s'était mis à dos les deux pays, le Burundi et l'Ouganda, qui n'étaient pas les ennemis de la RDC, mais qui regardaient la RDC avec une certaine forme de méfiance, avec une certaine méfiance. Donc, en se rapprochant du Burundi, vu le contexte tendu avec le Rwanda, Tshisekedi essaie de tirer son épingle du jeu dans cet environnement surchargé dans la région. D'ailleurs, est-il possible pour la RDC d'avoir la paix à sa frontière sud sans s'adresser au Burundi, sans discuter avec le Burundi? Parce que on parle souvent du M23, on parle des autres mouvements rebelles dans le nord du Kivu, mais dans le sud Kivu, la situation n'est pas plus paisible. Pas On du parle tout. souvent d'ailleurs de Red Tabara. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs, Patrick Beko, qui sont ces Red Tabara, qui sont ces rebelles? Mais ce sont des rebelles burundais qui opèrent à l'est du Congo et qui sont actuellement en guerre avec l'armée burundaise, que la RDC a autorisé à pénétrer sur son territoire. En fait, le Red Tabara, si on veut, c'est un peu l'équivalent, pour simplifier, sans nécessairement totalement caricaturer, c'est un peu l'équivalent, entre guillemets, des FDLR rwandais. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont instrumentalisés par le gouvernement du Rwanda aussi. Vous comprenez? Donc, ce sont des rebelles burundais qui sont actuellement, au moment où on se parle, il y a des combats à l'est de la RDC entre les troupes burundaises et les Red Tabara. Et les troupes burundaises sont rentrées en RDC sûrement avec l'autorisation de Kinshasa. Une autorisation qui ne dit pas son nom et qui ne doit pas nécessairement plaire au Rwanda. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Donc, la RDC se retrouve encore une fois au cœur des tensions régionales qui ne disent pas leur nom entre d'abord les rebelles qui se font la guerre entre eux et puis entre les pays voisins qui instrumentalisent ces rebelles-là sur le territoire congolais. Moi, j'aurais plus tendance à les comparer, les Red Tabara, au M23 parce qu'ils ont le même patron, ils ont le même parrain, Oui, non, je dis ils ont été créés par les mêmes parrains. oui, ils sont exactement, mais quand je fais la comparaison avec le FDLR, c'est pour je voulais un peu caricaturer. Dans l'imaginaire, les FDLR sont présentés comme des gens qui représentent un danger pour la sécurité du Rwanda. Exactement. Même si cela n'est pas vrai, aujourd'hui on sait que ce n'est pas vrai. Et les Red Tabara, eux, ils sont réels. Et ils menacent la sécurité du Burundi, bien qu'ils ne soient pas en mesure de faire face véritablement à l'armée burundaise. Reste qu'avec le soutien du Rwanda, ils deviennent un véritable danger pour la sécurité du Burundi. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle je fais un peu cette comparaison-là, parce que dans l'imaginaire collectif, quand on dit FDLR, ben, ce sont des méchants, entre guillemets, génocidaires Hutus qui menacent la sécurité du Rwanda, alors qu'on a les Red Tabara instrumentalisés par le Rwanda contre le Burundi dans des conditions que nous savons. On se rappellera de la crise de 2015 au Burundi qui avait mené à une tentative de putsch ratée et on a soupçonné certains officiers d'avoir été instrumentalisés par le Rwanda et on connaît la position du Rwanda par rapport à la question du Burundi. Donc aujourd'hui, si on revient dans notre discussion sur la réunion RDC-Burundi, on comprend aussi aujourd'hui que ça s'inscrit dans une dynamique où la RDC et le Burundi veulent peut-être se mettre ensemble contre les velléités d'un pays de la région qui ne cesse d'entretenir la stabilité. Dans toute la région des Grands Lacs, on parle ici du Rwanda. Je rappelle les propos de Félix Tshisekedi
c'était en février de cette année. C'était lors de la conférence diplomatique qui s'était déroulée à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il était impensable qu'un pays de la région pense qu'il pourra entretenir l'instabilité chez d'autres sans s'attendre à un retour de feu. Je caricature à peine. Félix Tshisekedi avait même dit que cela était suicidaire. Vous voyez? Et là, même s'il n'avait pas, même s'il n'a pas à l'époque, il n'avait pas cité le Rwanda, il n'a pas cité le Rwanda, on sait que ce message était adressé au Rwanda. Et le même Rwanda n'était pas du tout content quand Félix Tshisekedi a fait appel aux Ougandais dans le cadre de l'opération conjointe. La question qu'on peut se poser, c'est que si le Rwanda n'est pas concerné par ces opérations, pourquoi est-ce que à Kigali, les gens ont, en tout cas, ont manifesté une forme d'hostilité à l'égard de ces opérations-là? Parce que le Rwanda veut continuer à avoir une certaine même mise sur l'Est du Congo. Il veut continuer à avoir un droit de regard sur des questions qui relèvent de la souveraineté du Congo et qui fait qu'à un moment donné, cela commence à exacerber. J'ai eu des discussions avec des gens à Kinshasa et j'ai appris que bien que Félix Tshisekedi soit ouvert à une discussion pour intégrer les 1-23 dans l'armée dans le cadre de DDR, en tout cas la démobilisation et tout le reste et tout, le processus de démobilisation et tout ça, le désarmement, les gens dans l'armée n'apprécient pas beaucoup ça parce qu'ils se disent qu'on en a assez avec le Rwanda qui nie son implication dans la déstabilisation du Congo alors qu'on sait que le 1-23 n'est pas un mouvement congolais, le 1-23 c'est le Rwanda, c'est la main gauche du Rwanda. Alors c'est comme ça qu'il faut comprendre ça et Félix Tshisekedi qui comprend que le Rwanda n'est peut-être pas un partenaire fiable, préfère renforcer ses relations avec le Burundi. Et je rappelle les propos qu'il a tenus au Burundi parce que c'est très important de le dire. Félix Tshisekedi a qualifié le Burundi d'un partenaire fiable. Et le mot a un sens en diplomatie. Le Burundi, nous sommes avec le Burundi qui est un partenaire fiable. Cela veut dire qu'il y a des partenaires qui ne sont pas fiables. Ça sous-entend qu'il y a certains partenaires qui ne sont pas fiables. Et qui sont ces partenaires? Qui est ce partenaire-là? Si c'était le Rwanda, avec lequel la RDC de Tshisekedi a renforcé ses relations ces dernières années, en tout cas depuis son arrivée au pouvoir. On peut penser que Tshisekedi, finalement, le président Félix-Antoine Tshisekedi a fini par comprendre les enjeux de la région parce que ce qu'il donne au Burundi, il le refuse au Rwanda. Ce que je veux dire, c'est qu'il accepte que le Burundi envoie ses troupes à Uvira et dans la région pour combattre les raids Tabara, officiellement, même si c'est un secret de polichinelle, hein, mais on le savait. En revanche, Kagame a tellement insisté, ça se sait aussi, pour envoyer ses troupes combattre les FDLR qui ne combattent personne. Les FDLR ne se battent pas contre l'armée congolaise comme le raid Tabara et ses affiliés d'Uvira. Donc, il y a quand même une différence de vision des choses. Il y a d'un côté, effectivement, un partenaire fiable dans le sud, le Burundi en l'occurrence, et au nord, un partenaire peut-être, mais pas tellement fiable. Et d'ailleurs, il avait dit effectivement à l'occasion d'un de ses discours aussi, en disant que le Rwanda, pour utiliser une terminologie ordinaire, se foutait de tout le monde. Il y a eu un jour une phrase presque comme celle-là de la bouche du président Tshisekedi. Attendez, je pense que je l'avais pris ici. Ce qu'il a dit, il avait dit, en tout cas, il est irréaliste, improductif, voire suicidaire pour un pays de notre sous-région, de penser qu'il tirait toujours des dividendes en entretenant des conflits, des tensions avec ses voisins. Et ça, c'est en dit long. Mais moi, je pense que là, vous vous trompez peut-être quand vous dites que Félix Tshisekedi accorde au Burundi ce qu'il n'a pas accordé au Rwanda. Moi, je pense il a beaucoup donné au Rwanda et il n'a pas obtenu le retour qu'il attendait de Kigali et de Kagame. Je rappelle qu'on a signé des accords sur l'or, le traitement de l'or, l'exploitation, le traitement de l'or qui fait la part belle au Rwanda. La présence des troupes rwandaises en RDC est un secret de polichinelle parce que c'est une présence qui est clandestine et que Kinshasa connaît. Je rappelle aussi que lorsqu'on a parlé de l'invasion du 1-23 il y a quelques mois, ce sont les membres, c'est le gouvernement, c'est le porte-parole du gouvernement qui est venu démentir les propos du porte-parole de FARDC. C'est extrêmement grave. Et hier, j'ai reçu un appel de Kinshasa de quelqu'un qui m'a même dit, je dois essayer de vérifier cette information-là, que l'officier qui avait d'ailleurs
dénoncé l'invasion du Congo par le M23 à l'époque a été rapatrié à Kinshasa. Donc, ça montre à quel point le pouvoir de Kinshasa est assujetti aux gesticulations du Rwanda. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Félix Tshisekedi se retrouve dans une situation de frustration. Il a tant donné au Rwanda qu'il s'attendait du moins à un retour de la part de Kagame. Or, Kagame a un agenda au Congo qui n'est pas celui de la RDC, qui ne rencontre pas les intérêts du Congo. C'est la raison pour laquelle Félix Tshisekedi préfère se tourner vers le Burundi, même et l'Ouganda, on l'a vu avec l'entrée des troupes ougandaises, parce qu'il n'a pas beaucoup confiance envers le Rwanda. La confiance à l'égard du Rwanda, en tout cas, s'amenuise de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle il s'est tourné vers le Burundi, qu'il qualifie de partenaire fiable. Maintenant, quoi qu'il en soit, il faut une vision à la tête du Congo. Il faut avoir une feuille de route claire de ce qui doit être fait à l'est du Congo pour mettre fin à l'insécurité. Aujourd'hui, on nous présente la question des FDLR, mais les FDLR ne représentent pas une menace pour la sécurité du Rwanda, tout le monde le sait. D'abord, il y a combien de FDLR à l'est du Congo? Pourquoi le Rwanda ne cherche pas à régler la question des FDLR par des négociations? Pourquoi le Rwanda demande à la RDC de négocier avec les supplétifs du M23 qu'on lui refuse de négocier avec les FDLR? Ça fait quand même plus de 25 ans qu'ils sont à l'est du Congo. On sait que l'un des fondateurs de FDLR se trouve aujourd'hui à Kigali, travaille avec le gouvernement du Rwanda, un général qui, je ne sais pas s'il est toujours vivant ou pas, il est en vie ou pas, mais il était rentré au Rwanda. Donc, la menace sécuritaire sur les FDLR n'existe pratiquement pas. Et on le sait. Par contre, les raids Tabara, les M23 sont une réalité, sont une menace réelle pour la stabilité de la région. Et il faut, au niveau du Congo, que les dirigeants prennent leurs responsabilités. Le problème, c'est que même en se rapprochant du Burundi, je crains que Félix Tshisekedi ne surprenne demain. Aujourd'hui, il y a des affrontements entre les FARDC et le M23. Pourquoi? Parce que simplement, on a mal posé le problème que constitue le M23, qui est la main gauche du Rwanda. Au lieu de qualifier ces gens-là de mouvement rwandais, on les qualifie de mouvement congolais. Mais quand on pose mal le problème, c'est sûr que les solutions qui seront préconisées ne seront pas les bonnes. Et c'est le problème que l'on a aujourd'hui à l'est du Congo. Avec les raids Tabara, les choses sont très claires. Avec les M23, les choses sont très claires. Maintenant, reste à poser le problème sur la table, à dire au Rwanda de cesser d'entretenir l'instabilité. Parce que quand Félix Tshisekedi, dans son discours, dit qu'il sera improductif, voire suicidaire pour un État de penser qu'il peut continuer à tirer de dividendes en entretenant l'instabilité de ses voisins, il sait bien que c'est le Rwanda. Donc, il est conscient de la situation qui se passe. Pourquoi les décisions ne sont pas prises pour s'assurer que les choses reviennent dans l'ordre? Là est l'autre question. Et là, ça nous ramène encore à la question de la politique intérieure congolaise et régionale, quand on sait dans quelles conditions Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, quand on sait aussi les relations qu'il entretient avec le Rwanda, le renforcement de ces relations-là aujourd'hui, dans quelle position, dans quelle situation ce renforcement des relations place la RDC face au Rwanda, mais aussi face à ses voisins. Parce que, comme je l'ai dit, en 2019, la réunion des chefs d'état-major des pays de la région à Goma avait été court-circuitée par l'Ouganda et le Burundi, qui soupçonnaient le Rwanda de vouloir se servir de cette réunion-là. En 2020, l'Ouganda et le Burundi encore ont refusé de s'associer à une initiative de Tshisekedi visant à rassembler les états-majors de la région. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le Burundi, après avoir permis aux Ougandais de rentrer sur le territoire congolais. Donc là aussi, il faut avoir une feuille de route claire. Il y a un problème de gouvernance au niveau du Congo. On peut accuser les Rwandais, le Rwanda, Kagame de tous les noms, de tout et de rien. Mais s'il n'y a pas de vision à la tête du Congo, s'il y a un problème de gouvernance en RDC, ben ces problèmes d'insécurité perdureront et on ne pourra rien faire. En fait. Il y a quelque temps, probablement un an ou plus, l'ancien Premier ministre congolais, Adolphe Muzito, avait affirmé que la question de la paix au Congo n'est pas tellement une question de sécurité, ce n'est pas une question sécuritaire, mais un problème de défense. En fait, il voulait dire que l'armée congolaise, si elle était assez forte et si on la laissait faire son travail, le Rwanda ne pourrait pas entrer au Congo quand il veut. Le Rwanda, pas seulement, les autres pays voisins. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a une bonne réflexion, s'il y a une vision d'ensemble globale
qui peut expliquer tout ce qui se passe à l'est du Congo, est-ce que ça suffirait si on n'a pas une armée capable d'arrêter les envahisseurs? Mais moi, je pense que j'ai déjà dit dans une émission avec vous, Jean-Marie, moi, je pense que l'armée congolaise peut régler la question du 1-23 en un clin d'œil. Et je ne pense même pas que le Rwanda peut faire la guerre à la RDC là, sur le plan conventionnel. Je ne crois pas du tout. Le problème, c'est que comment les Congolais perçoivent le Rwandais, comment les Congolais, les dirigeants congolais, je veux dire, perçoivent leur relation avec le Rwanda. Le problème se pose là. M. Bouzito dit oui, c'est un problème de défense, c'est vrai, mais la défense nationale fait partie de la gouvernance d'un pays. Alors, Bouzito était Premier ministre pendant 3 ou 4 ans, je crois. Pourquoi n'a-t-il pas réglé la question? Ça, on peut légitimement se poser cette question. Donc, euh, le problème aujourd'hui, c'est dans le chef des Congolais. Les dirigeants congolais doivent prendre leurs responsabilités. Le problème, c'est qu'il faut comprendre aussi, et c'est dur à accepter, cette instabilité profite à des gens à Kinshasa même aussi. En RDC même, il y a des gens qui profitent de l'instabilité qui règne dans les deux Kivu. Et les pays voisins le savent. C'est aussi le problème. C'est cette cruelle ironie de l'histoire. C'est que les pays voisins savent qu'il y a des gens à Kinshasa qui profitent de cette situation-là. Bah, tout le monde embarque. Et comme il n'y a pas de vision à la tête de l'État, comme il y a un problème de gouvernance, comme il y a un problème de légitimité à la tête de l'État, ben, on se retrouve dans une situation de chaos généralisé du côté congolais. Parce que je rappelle que tous ces pays qui entretiennent l'instabilité à l'est du Congo sont quand même assez calmes chez eux. C'est le Congo qui est devenu le terrain de jeu de ces pays-là. Mais chez eux, ils sont quand même assez calmes, ils sont relativement calmes. Le Rwandais est assez calme, le Ouganda est assez calme. Il y a eu des attentats qu'on a rejetés sur les ADF, mais on sait, il y a des raisons de croire que ce sont les Al-Shabaab somaliens qui ont perpétré ces attentats-là. Du côté burundais, nous avons les Tabara qui sont du côté congolais, instrumentalisés par le Rwanda. Parfois, avec la complicité du Congo qui n'a rien fait pour arrêter ça. Et vous avez les Banyamulenge qui se sont fait la guerre en RDC, dont certains se sont retournés contre le Rwanda et le Rwanda a instrumentalisé un autre groupe de Banyamulenge qui se tape dessus. Donc, vous voyez, donc l'Est du Congo est devenu une zone de non-droit. Pourquoi? Parce que du côté à Kinshasa, il n'y a aucune vision, il n'y a aucune profondeur stratégique dans l'analyse des situations. Mais on observe comme ça, de temps en temps, on improvise des rencontres, des partenariats qui, au final, ne donnent rien. Pourquoi? Parce qu'au fond, il n'y a pas une ligne, il n'y a pas une feuille de route clairement établie et clairement articulée pour régler la question de manière définitive. Depuis 1999, c'est l'histoire qui se répète sous diverses formes. C'est ça la réalité de l'Est congolais. RCD Goma qui éclate, RCD-ML, plusieurs RCD Goma instrumentalisés par l'Ouganda et le Rwanda, des accords de paix qui ont été signés dans des conditions calamiteuses. On a des élections démocratiquement truquées, parrainées par l'Occident. Par la suite, vous avez le CNDP qui apparaît, on ne comprend rien, toujours pour défendre les Banyamulenge qui étaient censés avoir trouvé des solutions par les accords de paix. Et puis après la dissolution du CNDP, on voit apparaître le 1-23, on ne comprend plus rien. Le 1-23 est vaincu. Étrangement, il revient quand même. Mais on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, c'est parce que le problème de fond n'a jamais été posé de manière très claire et de manière très rigoureuse. On a eu une agression extérieure. Les pays agresseurs ont modifié, ont changé de stratégie pour continuer à faire vivre une situation d'instabilité à l'Est congolais qui leur profite, mais qui, au fil des ans, profite aussi à des acteurs congolais. Et donc, dans ces conditions, il est difficile de trouver une solution définitive à l'instabilité qui perdure dans cette région. Tant et si longtemps qu'on va continuer à être dans euh, une posture de, je dirais, on va pas regarder les choses comme il se doit. On va être dans cette situation-là. Le partenariat avec le Burundi, c'est bien, mais pour quelle finalité? Si on doit entretenir des partenariats avec le Burundi tout en entretenant des liens avec le Rwanda, auquel on permet de faire des incursions de temps à autre sur le territoire congolais de manière clandestine au détriment de la RDC, il y a un problème. Si les autorités de Kinshasa contredisent les FARDC, il y a un problème.
Et quand Félix Tshisekedi lui-même au Burundi critique son armée, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la tête du Congo. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a sans doute donc des problèmes internes en RDC, mais il y a aussi des influences étrangères et des actions de certaines puissances extérieures. Exactement. Rappelez-vous, Sarkozy, Cohen, Kouchner et d'autres qui avaient dit que le Congo devait partager ses ressources avec les pays voisins, avec le Rwanda notamment. Oui, mais Eh c'est parce bien, que, Jean-Marie, sans vous couper la parole, oui, oui, même ces ingérences extérieures aujourd'hui profitent toujours de l'absence de vision qui règne à la tête de nos pays. bien évidemment. Parce que si au Congo, on a des gens réfléchis, des responsables politiques, des gens qui comprennent qu'ils doivent prendre leurs responsabilités face à la nation, face à la patrie, mais aussi face aux enjeux régionaux, il y a des choses qui vont se régler d'elles-mêmes. Mais si au Congo, vous avez des jouisseurs à la tête de l'État qui n'ont aucune vision, aucune perspective, qui ne comprennent rien du tout, qui passent leur temps non pas à anticiper après avoir analysé, mais à improviser parce qu'ils n'ont pas analysé, il y a un gros problème de fond. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'ai toujours été critique à l'égard du Rwanda, mais je comprends en même temps que le Rwanda ne fait que profiter de la situation d'instabilité qui perdure au Congo, entre autres à cause de l'irresponsabilité des responsables congolais. Il y a aussi un autre aspect, Patrick Beko, c'est la doctrine de Kagame qu'il a déjà exprimée d'ailleurs publiquement. Sa doctrine, c'est de se projeter ailleurs. Et en ce qui concerne la RDC, Kagame est clair. Il ne peut pas, en fait, il ne veut pas, il ne pourra pas accepter de quitter le Congo parce que pendant plus de 20 ans, le Rwanda a vécu par perfusion pratiquement Sur les des mamelles du richesses Congo. congolaises. Et aujourd'hui, si le Rwanda ne parvient plus à piller les ressources congolaises, excusez-moi, j'ai l'impression que déjà, il ne pourra pas avoir un budget stable, il ne pourra pas vivre au niveau standing qu'il a depuis une vingtaine d'années. Le Rwanda est devenu un pays, il ne peut pas, il ne veut pas quitter le Congo, ne fût-ce que pour ça. Oui, mais parce qu'il faut comprendre que d'abord, l'économie du Rwanda est gérée par le Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir. Le Rwanda lui-même, en tant qu'État, n'a rien. C'est le FPR qui gère tout. Et qu'aujourd'hui, le FPR, les dirigeants du FPR sont grandement enrichis grâce au Congo et qu'ils ne peuvent pas lâcher la poule aux œufs d'or comme ça. Pour les Rwandais, il est naturel d'être au Congo, de piller, de profiter des richesses du Congo. Donc, on ne peut pas demander à ces gens-là de partir. Par contre, voilà pourquoi je parle de la responsabilité des Congolais. Parce que si je ne peux pas reprocher à un voleur de me voler, je peux me reprocher de ne pas prendre des mesures appropriées pour empêcher le voleur de me voler. Et c'est là qu'intervient justement Adolphe Muzito. Il connaît le système rwandais, c'est le FPR qui gère tout. Il sait que le Rwanda ne veut pas lâcher prise. Et il dit la seule solution, c'est de faire la guerre au Rwanda. Moi, je ne souhaite pas que les populations rwandaises pâtissent de cette guerre. Non, mais il faut que les Congolais deviennent responsables. Pourquoi? Je veux poser une question, Jean-Marie. Pourquoi le Rwanda ne fait pas la même chose avec l'Ouganda et le Burundi, qui sont infiniment plus petits que le Congo? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources que la RDC, parce que le Rwanda… Non, non, parce qu'ils ont voulu le faire. Ils se sont rendus compte que le Burundi et l'Ouganda vont réagir. C'est ça aussi la réalité. Quand le Rwanda a menacé la Tanzanie en 2013, après l'implication des forces tanzaniennes contre le M23, dans le cadre des Nations Unies, de la mission de la force de réaction de l'ONU qui avait été mise en place pour en finir avec le M23 en 2013-2014. Il y a eu des tensions entre le président Jakaya Kikwete et le président Kagame. Jakaya Kikwete était très clair, il dit « moi je vais vous frapper ». On n'était plus dans la diplomatie, c'était devenu cru. Et très vite, le Rwanda a compris qu'il ne pouvait pas s'aventurer sur les plates-bandes de la Tanzanie. Parce que la diplomatie, c'est une question aussi de rapport de force. On teste l'adversaire, on teste l'autre pays pour évaluer jusqu'où les gens sont prêts à aller. On le voit avec la question ukrainienne, entre l'OTAN d'un côté et puis la Russie de l'autre avec l'Ukraine au milieu. C'est ça aussi le jeu diplomatique, c'est ça aussi le rapport de force sur le plan international. Sauf que quand le Rwanda arrive en RDC, quand Kagame se permet de dire qu'il n'y a pas eu des morts au Congo, que le Rwanda n'a tué personne au Congo, et que le président, celui qui joue le rôle de président en RDC, ne dit rien, ne dise rien. Pire encore, qu'il aille à Kigali et pour dire
que les victimes congolaises de la barbarie kagamienne sont des victimes, sont des dégâts, des dommages collatéraux. Vous voyez dans quel état d'esprit on est. Et donc, le Rwanda qui voit, c'est Kagame qui voit ça. Comment voulez-vous que Kagame puisse respecter la RDC quand il s'aperçoit que la RDC est dirigée par des gens qui n'ont même pas le souci de leur propre population? On a le docteur Denis Mukwege qui se bat aujourd'hui pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour le Congo. Il n'est pas soutenu par le gouvernement congolais. Moi, pour avoir discuté de ce dossier-là avec des gens en Occident, on vous répond très calmement que, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand votre pays ne bouge pas? C'est ça aussi la réalité de la gestion de la RDC. C'est qu'on a des jouisseurs, des gens qui étaient à Bruxelles, qui ne foutent rien de leur vie, qui se sont retrouvés à la tête du pays, qui ont été parachutés dans les conditions que nous savons et qui font n'importe quoi, qui se soucient à peine du pays. Et donc, quand le Rwanda voit ça, quand Kagame voit ça, comment voulez-vous que Kagame puisse respecter les Congolais? Ça, c'est une responsabilité que nous devons avoir en tant que Congolais. Nous devons avoir le courage de reconnaître qu'il y a un problème chez nous. Et en fonction de ce que nous projetons de nous-mêmes, en fonction de l'image que nous projetons de nous-mêmes, les autres ne peuvent pas nous respecter. Et ça, nous devons l'intérioriser, nous devons faire en sorte que cela puisse prendre fin. Si Félix Tshisekedi décidait aujourd'hui de mettre fin à toute cette stupidité, moi, Patrick Mbeko, moi je le critique, je suis très sévère à l'égard du gouvernement, je ferai partie de ceux qui vont dire « allez-y, nous vous soutenons ». Mais si nous avons cette position-là, perpétuelle position de nous positionner en fonction des humeurs de gens, il y a un problème. Vous devez vous positionner sur la scène internationale, régionale ou internationale, en fonction de vos propres intérêts. C'est ce que le Rwanda fait. Quitte à tuer des gens à l'étranger, ce que je n'approuve pas. Mais le Rwanda le fait, parce que le Rwanda est un régime, le régime du FPR est un régime voyou. Donc, Kagame ne se comporte pas de la même manière à l'égard du Burundi et de l'Ouganda, simplement parce que là-bas, il y a des chefs d'État qui sont prêts à défendre les intérêts de leur pays. Quand il arrive en RDC, on ne le fait pas, malheureusement. Et c'est ça qui est triste aussi. Bien entendu, je ne suis pas là pour justifier les actions du Rwanda, mais j'essaie aussi de relever des points négatifs du côté congolais qui doivent nous emmener à nous questionner sur nous-mêmes, sur notre comportement, qui fait que les autres se comportent de nous comme ils le font aujourd'hui. L'autocritique est tout à fait normale et même légitime, hein. C'est normal qu'un Congolais qui observe, qui analyse tous les jours ce qui se passe sur le territoire de son pays, aussi à la frontière, plutôt aux frontières avec les voisins, se pose des questions et ose critiquer effectivement l'action du gouvernement. Quand vous critiquez la diplomatie ou la politique extérieure de la RDC, ce n'est pas parce que vous êtes foncièrement contre le gouvernement en place, mais c'est parce que vous souhaitez qu'il améliore sa vision des choses et qu'il prenne les mesures. Même tout à l'heure, on parlait de l'armée. On ne peut pas avoir une armée efficiente si on ne lui donne pas les moyens d'abord, si on n'accepte pas qu'elle fasse partie des outils de rétablissement de la paix. Lorsque certains hauts fonctionnaires déclarent qu'il n'y a pas de guerre sur le territoire congolais, que tout ça, c'est juste des choses qu'on voit à la télévision, qu'en réalité, il n'y a rien. Mais écoutez, vous faites très bien d'ailleurs de le relever. Vous avez M. Alinguete, qui se rend aux États-Unis, qui dit, ben, vous savez, la guerre, c'est loin, c'est à 2000 km, on ne sait pas. Bon, vous avez des gens comme ça dans ce pays. On se pose la question de savoir si ce pays est dirigé par des Congolais ou des gens qui ne sont de Congolais que de nationalité, mais pas de cœur. C'est le grand problème, c'est le grand problème du Congo aujourd'hui. Quand un journaliste parle de la réalité de ce qui se passe à l'Est avec un 23, c'est le ministre de l'Information qui le vire. Je parle du directeur général de la chaîne publique de la RTNC. Il a été viré parce qu'il a fait diffuser un documentaire sur le 1-23. Donc, la question de savoir aujourd'hui, le ministre, le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, roule pour le Congo ou pour le Rwanda? Félix Tshisekedi roule pour le Congo ou pour le Rwanda? Vous voyez, c'est tout ça qui fait que nous sommes dans cette situation-là. Et moi, je ne serais pas surpris demain si le Burundi prenait cette distance de la RDC, compte tenu du flou artistique qui entoure notre diplomatie, qui entoure notre stratégie régionale. Je ne serais pas surpris que tous ces pays nous regardent avec distance, même s'ils entretiennent des relations avec nous, même si ces pays-là, je parle de l'Ouganda et du Burundi, ont l'intention de renforcer leurs relations avec la RDC. Mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence à la tête de l'État
tant sur le plan diplomatique que militaire, ce qui ne semble pas être le cas, ce qui n'est pas le cas en réalité aujourd'hui. Voyez-vous, moi je regarde aujourd'hui la situation avec le Burundi, je me dis c'est très bien ce qui s'est passé. Mais il suffit de voir que euh, entre les deux délégations, non, entre les deux chefs d'État, le président Tshisekedi et le président Ndayishimiye, vous savez qu'il n'y a pas eu de compte rendu de leur entretien sur la question sécuritaire. Il y a eu un blackout total. Donc, ça montre à quel point il y a un malaise dans cette affaire-là. Si on ne veut pas l'aborder, justement, c'est parce qu'on sait qu'il y a le fauteur de troubles dans la région. Il est temps que la RDC prenne ses responsabilités, parce que le Burundi a déjà pris ses responsabilités, raison pour laquelle le Rwanda ne s'aventure pas beaucoup avec le régime de Bujumbura. De temps en temps, on entretient l'instabilité en instrumentalisant les Red Tabara. Mais au-delà de ça, le Rwanda ne bouge pas. Et on a même vu qu'il y a eu des tentatives de rapprochement avec le Burundi, qui à un moment donné avait échoué parce que les Burundais voulaient jouer franc jeu. Ils ne voulaient pas, comme le président Ndayishimiye est arrivé au pouvoir, Kagame a fait montre d'ouverture à l'égard de Gitega, donc du régime de Bujumbura, du gouvernement de Bujumbura, pour dire qu'on doit entretenir de nouvelles relations, après les tensions des années Nkurunziza. Mais les Burundais avaient un peu freiné cette approche-là, en tout cas la main tendue du Rwanda, parce qu'ils voulaient être sûrs que le Rwanda joue carte sur table, qu'il est sincère dans ses positions. En RDC, on n'a pas ça. Aujourd'hui, moi, je veux vous dire, hein, je vais vous laisser la parole, moi, j'ai des discussions avec des gens de l'armée, il y a des gens qui sont de plus en plus frustrés du côté congolais, parce qu'ils ont l'impression d'être dirigés par un fou. Et ça, c'est les propos que j'ai entendus de la bouche d'un colonel de l'armée, qui ne comprend pas pourquoi on est dans cette situation-là. Et nous serons surpris peut-être de voir la RDC réagir, les FARC réagir, non pas sur ordre du président, mais des officiers supérieurs des FARDC. Je crois même que, et hier, quelqu'un me l'expliquait hier de Kinshasa, qu'actuellement, il y a des affrontements entre les FARDC et le M23, et la personne ne fermait pas la porte à l'hypothèse selon laquelle l'initiative aurait été prise par les FARDC sans l'accord du président. Donc, ça veut dire à quel point il y a comme un décalage entre l'armée et celui qui est censé être le chef, le commandant-chef de cette armée, en l'occurrence Félix Tshisekedi. Vous parliez tout à l'heure de la position ou la diplomatie burundaise à l'égard de son voisin du Nord, le Rwanda. La phrase qu'a prononcée Tshisekedi à Bujumbura, c'est exactement mot pour mot celle qu'avait prononcée le président Ndayishimiye en parlant du Rwanda. Il avait dit, bon, il a ouvert les portes, ils ont même donné quelques signes d'amitié, mais à la fin, il a dit, nous ne pouvons pas travailler avec un pays qui n'est pas fiable, qui n'est pas, en qui on ne peut pas avoir confiance. Il l'a dit officiellement en parlant du Rwanda. En parlant du Rwanda, pour le président Ndayishimiye et pour les Burundais en général, Kigali n'est pas fiable parce qu'il promet des choses et il fait l'inverse. Il promet d'aider le Burundi à mettre fin à la guerre et le lendemain, il envoie des milliers de soldats Red Tabara à Uvira. Et c'est dans l'ADN de la stratégie du FPR. Et c'est depuis la brousse. Il faut analyser la stratégie militaire du FPR depuis la brousse là, dans les années 90 pour conquérir le Rwanda, pour comprendre ça. Le talk and fight. C'est la version politique du talk and fight. On fait semblant de discuter, mais en même temps, on va armer vos ennemis ou vous poignarder dans le dos. C'est comme ça que le FPR fonctionne et les gens le savent. C'est pour ça que l'Ouganda, d'où sont issus la plupart des membres du FPR, fait très attention malgré la bonne foi affichée par le fils de Museveni. Museveni, le père, reste très distant. Et c'est la raison pour laquelle les Burundais aussi font très attention, même s'ils ne sont pas fermés à l'idée d'entretenir des relations cordiales avec leurs voisins rwandais. Le problème, c'est qu'on a un État voyou dans la région qui entretient l'instabilité. Et du côté congolais, les gens ne semblent pas le comprendre, en tout cas au sommet de l'État. Au Rwanda, le principe, c'est talk and fight. Quelqu'un a dit qu'en RDC, c'est talk and sleep. Mais c'est assez conforme à ce que l'on observe en tout cas. Et ça, je suppose que l'armée congolaise ne peut pas vivre dans cette situation de frustration. Laisser les M23 venir bombarder Goma, bombarder Beni, bombarder Ulchu, en sachant que derrière, c'est le Rwanda. Et puis hier, patatras,
le Rwanda accuse la RDC d'avoir lancé des bombes sur les marchés du Nord à Ruhengeri, en fait. Hein. Oui, mais on connaît ça. Mais il y a beaucoup de frustration au niveau des FARDC. Moi, j'ai discuté avec des gens dans l'armée et même dans les renseignements militaires, les gens ne sont pas très, très, très contents parce qu'on sait, tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, sauf les gens qui sont à Kinshasa. Tout le monde le sait. Nous, ce que nous souhaitons, c'est quand même que la paix soit rétablie, que les populations de l'Est du Congo vivent dans la tranquillité sur le territoire de leur pays et que le partenaire en question, qui n'est pas très fiable pour les uns et pour les autres, revienne à la raison quand même. C'est ça le Exactement, c'est tout ce qu'on peut sujet. souhaiter. Tout ce qu'on Je peut vais souhaiter. vous laisser dire le dernier mot, Patrick Meko, et puis on clôturera cette émission. Et je vous remercie beaucoup pour la contribution que vous avez apportée à ce débat. Ben, écoutez, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je sais qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour traiter. Je suis très pris ces derniers temps, mais nous voulons tous que la paix revienne dans la région, que les Burundais, les Rwandais et les Congolais se mettent ensemble et que le sang cesse de couler dans cette région. Encore faut-il que le Rwanda joue franc jeu, ce qui ne semble pas être le cas. Et il faut aussi que la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale, prenne ses responsabilités. Moi, quand je vois la réaction de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, ou même de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Madame Biton, qui dit oui, nous appelons, nous demandons à 23 de revenir au bon sentiment. Moi, ça me dérange parce que c'est ce genre de discours que l'ONU et les Occidentaux nous servent depuis 1999 et qui n'ont jamais suffi à ramener la paix. Donc, à un moment, il faut imposer la paix s'il le faut, mais encore faut-il en avoir la volonté. Mais quand on sait que tout le monde, un certain nombre d'acteurs profitent de cette instabilité, y compris l'ONU, on ne peut pas être surpris que bon, l'ONU, c'est un peu vaste parce que c'est un ensemble d'États, mais de certains intérêts au sein de l'ONU profitent de cette situation-là. On ne peut pas être surpris par l'hypocrisie que les responsables de ces pays ou de ces institutions manifestent aujourd'hui. Il faut imposer la paix, il faut demander au Rwanda d'arrêter d'entretenir l'instabilité à l'est du Congo. Et il appartient aux Congolais d'imposer la paix et d'imposer le respect sur la scène régionale et internationale. Patrick Moko, merci beaucoup et je vous remercie pour le compte de nos auditeurs qui vont certainement, une fois encore, envoyer beaucoup de commentaires, comme ils le font d'habitude lorsque vous passez sur notre chaîne. Et nous espérons vous revoir d'ici très bientôt pour d'autres chroniques, pour d'autres analyses, pour nous faire part de ce que vous avez appris récemment. Ça nous fait avancer, ça fait avancer toute l'opinion de la région des Grands Lacs. Merci beaucoup et à très bientôt. C'est bon qu'on remercie.